Donc, mes chers amis, ça fait très très longtemps. Ça fait longtemps, ça veut dire que ça fait maintenant presque un siècle que le pouvoir, les gens qui avaient du pouvoir avaient soit de l'argent, de l'or en liquide, soit des terres, soit des titres de noblesse, soit un capital. Ils avaient quelque chose de matériel pour pouvoir, pour avoir un pouvoir sur les autres. Maintenant, de nos jours, dans la société de l'information, dans la société du web, dans la société du digital, ce pouvoir, il est associé à la connaissance. Il n'est plus associé à quelque chose de matériel. D'ailleurs, comme vous avez dû le remarquer, on n'utilise plus l'argent matériellement parlant. Et surtout avec cette crise du corona, dans toutes les boutiques où je vais, quand je veux faire mes courses, quand je veux acheter quelque chose maintenant, ils se sont tous munis d'une carte. Ça veut dire que l'argent avec lequel on utilise l'argent qu'on souhaite, avec lequel on souhaite avoir le pouvoir, il n'est plus matériel, il s'est dématérialisé. Donc, puisque cet élément-là, élément de pouvoir, il s'est dématérialisé, donc le pouvoir, il n'est plus matériel. Le pouvoir, c'est avoir la connaissance. Mais la connaissance, ce n'est que du pouvoir potentiel. Ça veut dire que si vous ne passez pas à l'action, elle ne va pas produire de résultats. Donc, si vous avez la connaissance toute seule et vous ne l'appliquez pas, vous ne passez pas à l'action, vous ne passez pas à l'acte, vous n'allez pas avoir de résultats. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de stratégies qui créent les conditions favorables pour passer à l'action et de cette manière réaliser les résultats que vous souhaitez. La dernière fois, on a vu la formule gagnante de réussite. On a vu la formule gagnante d'apprentissage, on a vu la formule gagnante professionnelle, on a vu la formule gagnante financière, on a vu comment définir nos objectifs, on a vu comment travailler, comment écrire les trois pourquoi, le pourquoi moi, le pourquoi pas et le pourquoi pour les autres. Maintenant, quelle stratégie mentale gagnante je vais mettre en tête? Donc, c'est pour cette raison, je vous ai dit, je n'ai pas trouvé mieux que la programmation neurolinguistique, qui est plus communément connue sous l'acronyme PNL. C'est une science, c'est quoi d'abord la PNL? Ben, tout simplement, c'est une science qui s'intéresse à comment mettre notre communication interne. Ça veut dire que comment mettre ce que l'on imagine, ce que l'on dit, ou là, ce que l'on ressent à l'intérieur de nous-mêmes au service de nos objectifs. Et ça, c'est très, très important. Pourquoi? Parce que c'est le seul capital que nous avons. Comme je vous ai dit tout à l'heure, le pouvoir, c'est le savoir. Et votre super pouvoir, c'est d'apprendre toujours des choses nouvelles, c'est d'apprendre quelque chose de nouveau chaque jour. Donc, pourquoi? Parce que ce niveau de succès là maintenant, parce que tout le monde, il a réussi quelque part, ce niveau de succès que vous vivez actuellement est le résultat direct de votre communication interne. La seule personne qui vous parle 24 heures sur 24, c'est vous. Vous vous parlez tout le temps. Vous n'arrêtez pas de vous parler. Vous n'arrêtez pas de vous parler tout le temps. On se dit des choses tout le temps. Et souvent, c'est souvent ce processus, il se passe d'une manière complètement automatique et inconsciente. Êtes-vous d'accord avec moi? Donc, cependant, est-ce qu'on peut décider à tout moment d'en reprendre consciemment le contrôle? Et c'est à ça que mène la programmation. Pourquoi est-ce qu'on l'a appelé programmation neurolinguistique? C'est de maîtriser nos pensées, nos paroles et surtout ce qu'on se dit à l'intérieur. Pourquoi? Parce que tout simplement, eh bien, le succès, ce n'est pas le fruit du hasard. Ceux qui atteignent le succès suivent un chemin qui est cohérent et qui est persévérant. D'accord? Donc là, aujourd'hui, on va voir le quatrième épisode du programme Prendre sa vie en main en 4 semaines. Et qu'est-ce qu'on va voir ce soir? On va passer rapidement parce qu'on va voir ce soir, on va garder le cap, comme je vous ai dit, vers la réussite, en essayant un peu de découvrir le chemin vers le succès, le chemin qui mène au succès. Il y a 4 étapes principales et qui sont très simples à appliquer.
Donc, comme vous avez dû le remarquer depuis le début de ce programme, mon programme, il est facile et simple à appliquer. Donc, qu'est-ce qu'il nous demande? Il demande de la volonté, de la détermination et surtout, je vous le dis dès aujourd'hui, si vous entendez ou si vous écoutez ce que je dis et vous ne l'appliquez pas, si vous écoutez ce que disent les coachs, vous ne l'appliquez pas, si vous regardez des vidéos de motivation, vous regardez des vidéos de développement personnel et que vous ne pratiquez pas, vous allez tomber dans la dépression. Pourquoi? Parce que ce que vous pensez n'est pas en parfaite harmonie avec ce que vous faites dans votre vie. D'accord? Donc là, j'ai un message, d'accord? Voilà. Donc après le chemin vers le succès, on va voir ensemble les 7 traits de personnalité, d'accord? Des gens qui réussissent. Et là, c'est là tout l'avantage de la PNL, c'est qu'elle va nous pousser un peu à prendre comme modèle les gens qui réalisent un certain succès, les gens qui réussissent. Et après, on va voir les 7 croyances, comment choisir consciemment ces croyances et comment avoir les croyances des gens à succès. Et en fin de compte, nous allons avoir comme bonus un exercice surprise. Je ne sais pas si vous aimez les exercices ou pas, mais cet exercice-là, je vous assure que vous allez l'aimer. Donc voilà, on commence à la barakatillah avec le chemin vers le succès. Ben, il faut savoir que le chemin vers le succès se compose de 4 étapes très, très simples. Ben, tout d'abord, la première étape, c'est comme les marches d'un escalier. Il faut commencer par la première, aller vers la deuxième. C'est une succession, c'est un processus qu'il faut respecter. Donc la première étape consiste à définir les résultats attendus, c'est-à-dire savoir exactement ce que l'on veut atteindre. En d'autres termes, il faut définir, il faut clarifier vos objectifs, chose que nous avons déjà vue lundi. Comment est-ce que je vais clarifier mes objectifs? Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce qui me parle? Et ça, nous allons encore le développer dans des séances encore plus pratiques parce que c'est très, très important. Cette étape, elle est très, très importante. Moi, je vous le dis parce que même quand on parle à Dieu, quand on prie Dieu, subhanahu wa ta'ala, même Dieu nous demande d'être précis dans nos invocations. Qu'est-ce qu'on veut exactement? D'accord? Donc, on va voir tout ça dans le projet R, dans le projet Entreprendre et réussir ensemble d'une façon très, très pratique. La deuxième étape, elle consiste en quoi? Eh bien, tout simplement, elle consiste à passer à l'action. Il faut réaliser, il faut faire les actions qui ont la plus grande probabilité de produire les résultats souhaités. Si vous définissez vos objectifs et vous ne travaillez pas pour les atteindre, ce n'est même pas la peine de définir vos objectifs. Pourquoi? Parce que déjà, vos actions, ils ne vont pas toujours produire les résultats que vous avez anticipés. Et si vous ne passez pas à l'action, comme là, quand le montre la présentation, et j'ai fait exprès de le faire en sorte de marche, c'est que vous n'allez pas passer à la deuxième étape pour passer à la troisième et pour passer à la quatrième, tout simplement. Et la troisième étape, c'est quoi? Eh bien, tout simplement, la troisième étape, elle consiste à juger vos actions. Est-ce que vos actions, ils vous rapprochent ou ils vous éloignent de votre objectif? Quelle direction prenez-vous? Moi, je dis que je veux établir un projet ou je veux faire un projet. J'y pense tout le temps. Je sais c'est quoi mon projet, mais je ne fais rien pour réaliser ce projet. Ce que je fais, les actions que je fais chaque jour, ils m'éloignent de mon but. Donc là, je juge ma direction et je vais voir est-ce que vraiment je suis en parfaite harmonie avec ce que je veux. Ben, la quatrième étape, elle consiste à être flexible. Comment ça, être flexible? Vous devez travailler sur votre comportement. Ça veut dire qu'il faut ajuster votre comportement de telle façon à ce que vous soyez aligné avec le but que vous voulez atteindre. Euh, Très souvent, nous ajustons nos actions sur la base de notre expérience personnelle. On n'ajuste pas notre comportement sur ce qu'on a à apprendre pour atteindre l'objectif. Parce que si on fait ça, si on se base sur notre expérience personnelle, cette approche, elle peut être valable pour des gens qui ont beaucoup d'expérience, qui ont réalisé des projets importants et qui ont réalisé beaucoup de succès et qui ont réalisé la vie qui les inspire. Ils ont compris un peu c'est quoi le schéma. Mais si jamais ce n'est pas le cas, eh bien, cette étape, elle va vous, elle va consommer la ressource que vous avez la plus chère, c'est le temps. Vous allez perdre du temps, d'accord, pour atteindre le succès que vous souhaitez.
D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle on s'est réunis ce soir, c'est pour voir cette méthode qu'on appelle la modélisation. Elle existe dans la PNL. Les gens qui ont déjà fait des formations dans la PNL ou suivi des cursus de formation dans la PNL, ils savent très bien de quoi je parle. Eh bien, tout simplement, elle consiste à copier, tout simplement, à copier les pensées, les actions, les comportements de ceux qui ont déjà atteint les résultats que vous souhaitez atteindre. Donc, c'est tout simplement, et ça c'est inné en nous, c'est le fait d'imiter, on imite. On imite comment lorsque nous sommes enfants, lorsqu'on part à l'école, ben, on imite le professeur pour apprendre à lire et à écrire. On imite nos parents pour apprendre à manger. On imite nos parents pour apprendre à parler. Donc ça, c'est la modélisation. Donc c'est un chemin, comme je vous ai dit, qui est très simple et qui est très, très facile. Donc ce chemin, il se base sur quoi? Ben, tout d'abord, il se base d'abord sur les traits de personnalité et après sur les croyances. Et c'est ce qu'on va voir là tout de suite. Nous allons passer directement aux 7 traits de personnalité qui caractérisent les gens qui réussissent le plus. Qu'est-ce qu'ils ont de plus que nous? Et cette question, je me suis posé cette question toute ma vie. Je me suis dit, pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui réussissent? Il y a des gens tels que Mike Jordan, Kobe Bryant, comme Bill Gates, comme Mark Zuckerberg. Pourquoi ces gens-là, ils font partie de l'élite? Et pourquoi pas moi? Et je me suis toujours posé cette question, mais avec les études, avec les recherches, avec les livres, avec les formations que j'ai faites et avec mon humble expérience de 46 ans dans la vie, et ben voilà ce que j'ai découvert. Et bien tout simplement, le premier trait de personnalité, et c'est ce qu'on a vu d'ailleurs dans la formation des rêves, dans la formation de la première semaine, et bien la passion. Ben tout simplement, ceux qui atteignent l'excellence, ils ont un but presque obsessif. Ça devient obsessionnel chez eux. Ça les pousse à s'améliorer, à faire plus. Je, si tu n'es pas passionné par ce que tu fais, deviens-le si tu veux réussir dans ce que tu fais. Parce que si tu n'es pas passionné par ce que tu fais, tu ne vas jamais réussir. D'accord? Parce qu'un jour, tu vas en avoir marre. Tu vas te dire, ça y est, ça suffit, je ne veux plus faire ça. Le deuxième trait de caractère, ce sont les convictions. Beaucoup de monde ne passe jamais à l'action parce qu'ils ne croient pas que c'est possible d'atteindre ses objectifs. Et moi, je faisais partie de ces gens-là. Parce que en réalité, c'est moi qui décide de croire ce qui est possible et ce qui ne l'est pas. La réalité, elle ne fait que matérialiser mes convictions. Les convictions. Les convictions, c'est un tatouage mental. Nous avons été domestiqués, nous avons été façonnés, et nous le sommes toujours avec les médias, avec notre style de vie, le travail là où nous travaillons. Lorsque une personne vous dit ou là vous lance une information, votre cerveau, tellement il est magique, il la prend et il change à jamais. Il ne peut jamais rester le même. Donc, s'il vous plaît, travaillez sur vos convictions. Le troisième trait de personnalité, tout simplement, c'est la stratégie. Et on l'a vu dans les webinaires précédents. La stratégie, c'est une manière, comme je vous l'avais expliqué la dernière fois, c'est une manière efficace d'organiser et d'utiliser ses ressources. Tout simplement, être un stratège, c'est comme les qualités, comme on en a parlé l'autre jour lorsqu'on a pris un rendez-vous KV, c'est être un stratège, un performeur et un team player. La première chose qu'ils ont, les insiders, c'est la stratégie. Ils ont un plan. Et un plan mal fait ou un mauvais plan avec lequel tu vas commencer aujourd'hui, il vaut mieux qu'un plan excellent que tu ne vas démarrer que d'ici un an. Parce qu'un mauvais plan, tu peux faire des erreurs, tu peux apprendre et tu peux passer à autre chose. Mais attendre que le plan soit parfait pour commencer, tu ne commenceras jamais. Donc, s'il vous plaît, la stratégie et le plan. La quatrième, le quatrième trait de caractère, tout simplement, c'est la clarté des valeurs. Comment dirais-je? Vous savez, nous avons des croyances, qu'ils soient éthiques ou morales, ils définissent ce qui est important, ce qui est juste ou ce qui est injuste pour nous. On peut être poussé par ses passions, on peut être et ses convictions, on peut avancer avec une stratégie, mais malgré ça, on peut se sentir malheureux. Pourquoi? Parce que on n'agit pas en parfaite adéquation avec nos valeurs. D'ailleurs, c'est ce que nous avons vu
dans le 7e chapitre de l'épisode de la réalisation ou de mettre son rêve à l'épreuve, de la réponse aux 7 questions, c'est que est-ce que le rêve, c'est quoi le prix du rêve? Eh bien, le prix de l'objectif ne doit pas dépasser l'objectif. Moi, j'ai côtoyé des gens qui ont perdu leur valeur, qui ont vendu leur âme pour un salaire, ou là pour quelque chose, ou là pour un poste, ou là pour une promotion, mais ils n'étaient pas heureux, ils étaient malheureux au fond d'eux-mêmes, ils ne vivaient pas en parfaite harmonie avec eux-mêmes. Ils étaient, je ne qualifierais pas de stressés, mais ils me faisaient pitié. D'accord? Donc, il faut pas, il faut avoir des valeurs claires et être en parfaite harmonie avec ces valeurs et respecter ces valeurs. Le 5e trait de personnalité des gens qui réussissent, c'est l'énergie. Ben, tout simplement, mes amis, c'est impossible d'avancer mollement vers ses objectifs. Il faut disposer de la vitalité pour réaliser les actions nécessaires. Il faut être en bonne santé. Il faut arrêter de fumer. Il faut faire du sport. Il faut équilibrer son patrimoine santé. Parce que tu ne peux pas être une personne qui réussit en ayant une énergie basse. Même l'univers, il ne va pas vibrer avec vous sur la même énergie. Vous avez une énergie basse, vous allez avoir des résultats qui sont bas. Le 6e trait de caractère, ben, tout simplement, c'est la capacité à tisser des relations profondes, constructives avec tout le monde, mais surtout avec les gens ou les profils qui ont des valeurs différentes. Acceptez la différence. Acceptez que quelqu'un d'autre vous dise que vous avez tort. Acceptez-le. Soyez en relation avec des gens plus intelligents que vous. Si vous voulez réussir, essayez d'établir ce genre de relation. La septième, ou le 7e trait de personnalité, ben, tout simplement, c'est la communication. Donc, surtout la communication, comment est-ce qu'on communique avec nous-mêmes? Comment est-ce qu'on communique avec nous-mêmes? Qu'est-ce qu'on se dit? Est-ce qu'on se dit qu'on est des faibles, qu'on est des perdants, qu'on est des lâches, qu'on est des moins que rien? Est-ce qu'on se dit qu'on est des médiocres? Ou là, est-ce qu'on se booste? On se dit, oui, tu as vécu plus pire que ça, tu vas t'en sortir, tu vas y arriver, courage, tiens bon, tu es le meilleur, tu es la meilleure, tu as toute la vie, tu as des gens qui sont sous ta responsabilité, vas-y, décroche le grand prix de la personnalité des gens qui réussissent, ne reste pas avec les derniers. Comment est-ce qu'on se parle? Est-ce qu'on se parle en mode guerrier ou on se parle en mode victime? Donc, cette communication, qu'elle soit interne ou externe, et surtout aussi, quels sont les mots qu'on fait sortir de notre bouche? Quels sont les mots qu'on prononce? Comment est-ce qu'on parle aux gens? Quand quelqu'un vous demande comment allez-vous, est-ce que vous dites ouais, ça pourrait aller mieux, non, ça va pas, je me sens mal et vous vous plaignez tout le temps? Ou est-ce que vous dites ouais, super, alhamdoulilah, je vais très très bien, c'est une journée exceptionnelle, je suis au top de ma forme. Et là, vous dégagez une énergie positive qui va vous donner l'opportunité d'attirer des gens qui vibrent de la même façon que vous, ça veut dire des gens qui sont positif. Donc là, maintenant, on a vu les traits de personnalité. Vous m'excuserez, je vais prendre une gorgée, comme je vous l'avais dit tout à l'heure. Alhamdulillah. Donc là, maintenant, on va, on va se focaliser sur quoi? Sur les croyances. D'accord? Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on va se focaliser sur les croyances? Ben, tout simplement, pour changer son comportement, il faut d'abord changer ses croyances. On ne peut pas changer de comportement sans changer de croyance, ce à quoi on croit. Parce que nous sommes régis par ces croyances. C'est comme si vous me dites, c'est le logiciel que nous avons, si nous sommes des ordinateurs, c'est le logiciel que nous avons en tête. Et il faut savoir une chose qui est très importante au niveau des croyances. L'élément qui influence le plus nos croyances, c'est notre environnement. Pour la majorité d'entre nous, par exemple l'éducation, l'exemple des personnes qui nous entourent, ils définissent ce qui est possible ou impossible pour nous. Ils vont définir un peu ce qu'on désire du futur. Et ça, c'est des croyances qui se sont formées d'une manière complètement inconsciente. Mais complètement inconsciente. C'est comme je vous l'ai dit au début, on nous a tatoué mentalement des écritures. C'est comme les 10 commandements de Moïse. On nous a tatoué, c'était dans le marbre de notre cerveau et il y avait des croyances qui sont fondées. Par exemple, juste pour rigoler, je croyais que
si vous mangez des œufs et du poisson, vous allez tomber malade. C'est une croyance que j'ai entendue quand j'étais petit. Ou là, les croyances qu'on entend, par exemple, c'est pas bien de jouer avec le parapluie à la maison. C'est pas bien d'ouvrir les ciseaux, de jouer avec les ciseaux à la maison. Et on a ce genre de croyances. Ça, je vous ai donné des croyances qui sont simples, c'est juste pour rigoler. Mais on a des croyances qui sont encore plus ancrées et plus profondes et qui déterminent en quelque sorte notre personnalité. Alors là, maintenant, nous avons, nous avons une minorité, par contre, qui a décidé de définir consciemment ses croyances. Et cette minorité, ce sont ces 28 personnes, ces 25 personnes qui sont là aujourd'hui. On a décidé de définir exactement nos croyances parce que c'est possible. Moi, je vous le dis, c'est possible. On peut changer de croyance. Comment? Ben, juste en suivant des exemples d'excellence qui nous inspirent ou alors en nous appuyant sur des résultats passés. Par exemple, tu te rappelles le jour où tu as réussi au bac. D'accord? Ce sont ça, ça fait, en quelque sorte, c'est enfui dans notre mémoire et on doit se remémorer ces moments de réussite pour ressentir la joie que nous avons eue en ces moments. Et je suis sûr et certain, parmi les gens qui assistent à ce webinaire, vous avez vécu des moments de réussite. Donc, sinon, on peut s'imaginer, il y a un livre que je vous invite à lire, c'est Réfléchissez au devenir riche de Napoleon Hill. Il y a un chapitre qui parle de l'imagination créatrice et le pouvoir de l'imagination. D'ailleurs, Albert Einstein l'a appelé sainte curiosité. C'est grâce à son imagination qu'il a défini la physique quantique et qu'il a sorti toutes ces lois et tout ça qui a chamboulé le monde et qui nous a permis d'évoluer. Par contre, il y a un truc avant de voir les 7 croyances. Choisir ses croyances ne signifie pas éviter les erreurs, s'il vous plaît, mes amis, parce que ce serait illusoire de le penser. Non, changer ses croyances, ça va vous donner l'élan nécessaire pour persister dans l'action jusqu'à l'atteinte du succès, tout simplement. D'accord? Donc maintenant, nous allons voir, si vous le permettez, quelles sont ces croyances principales à développer pour réussir et quelles sont ces croyances qui peuvent nous aider à maximiser les chances d'atteindre le succès. Ben, tout simplement, la première croyance, c'est que toute chose arrive pour une raison. Et ça nous rend service. Vous devez savoir qu'il y a une infinité de manières pour réagir à une situation. Je vous donne par exemple la situation du corona, là, du confinement. Eh ben, par exemple, s'il y a des gens qui ont refusé cette situation, ils se sont rebellés contre cette situation. Pourquoi? Pour évacuer la colère, leur frustration et tout ça. Ils criaient tout le temps à la maison, ils criaient sur leurs femmes, ils criaient sur leurs enfants, ils criaient partout. Ils lançaient des trucs sur Facebook, des trucs négatifs. Ils insultaient le gouvernement, ils insultaient, je ne sais pas, qui que ce soit. Eh ben, euh, ça, cette manière de procéder, elle ne vous aide pas à avancer. Non, elle vous aide au contraire à vous noyer, mais il ne vous aiderait pas à avancer. Par contre, il va falloir beaucoup de discipline pour revisiter un peu ce qui est arrivé et apprendre des leçons, identifier les possibilités nouvelles. Par exemple, là maintenant, moi je suis un entrepreneur, j'ai mon cabinet de formation, on est en arrêt total de travail. D'accord? Quand le confinement a commencé, je me suis dit qu'est-ce que je pourrais faire tout en m'aidant et aidant les autres. Et j'en ai fait un projet. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle j'ai créé ce programme. Donc, au lieu comment dirais-je, au lieu d'évacuer mon stress et ma colère sur ma femme ou sur mon fils ou sur le monde, je me suis dit, au contraire, je dois faire quelque chose d'autre. Pourquoi? Parce que je dois donner une issue positive à cette situation négative. J'espère que vous m'avez compris. Donc là, on va passer à la deuxième croyance. Cette deuxième croyance, elle est d'une importance capitale, s'il vous plaît. Je vous prie de la noter. C'est l'échec n'existe pas. Il n'y a que des résultats. OK? Je sais que l'école, la société, les sociétés où on a travaillé,
Moi, j'ai travaillé pendant 18 ans dans les sociétés privées, dans l'industrie pharmaceutique. J'ai fait les hautes études universitaires. Eh bien, j'ai appris une chose. J'ai appris qu'il ne fallait pas échouer. Donc, vous imaginez ça qu'on nous apprend à ne pas échouer. Ne pas échouer, ça veut dire quoi? C'est ne pas essayer. Ne pas échouer, c'est être paralysé. Ne pas échouer, c'est être conditionné à échouer. Comprenez-le. Parce que c'est quoi l'échec? C'est d'abord faire quelque chose pour que je puisse avoir un résultat. Ce résultat, soit il est positif, soit il est négatif, il reste un résultat. Il faut, mes chers amis, il faut mieux voir les choses sous un angle différent. Je vous explique. Il faut, si on a un résultat négatif, si on a un résultat négatif, eh bien, tout simplement, il faut comprendre ce qui n'a pas fonctionné, essayer de nouvelles actions qui produiront d'autres résultats. Pour les gens qui ont levé la main, je vous donnerai la parole quand on terminera. D'accord? Avec le plus grand plaisir. Donc, comme je vous ai dit, ben, l'échec n'existe pas. Il n'y a que des résultats. OK? Donc, les gens qui réussissent, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, tout simplement, ils essaient un peu de comprendre ce qui n'a pas marché. D'accord? Ils essayent de faire en sorte que ça marche la prochaine fois. D'accord? Donc, ils essayent des trucs nouveaux. Et ils n'arrêtent pas d'essayer jusqu'à ce qu'ils atteignent leur but. Pourquoi? Parce que pour eux, un résultat négatif n'est pas un échec, c'est juste un feedback qui va enrichir leur expérience. D'accord? Donc ça, c'est très, très important parce qu'on a été conditionné à avoir peur de l'échec. Alors que l'échec, ben, c'est la première marche vers la réussite. La troisième croyance, ben, tout simplement, peu importe ce qui arrive, il faut assumer vos responsabilités. Les personnes qui réussissent sont convaincus qu'ils sont à l'origine de tout ce qui leur arrive. Eh bien, le contraire, il implique que nous sommes des victimes des circonstances. D'ailleurs, c'est le cas. C'est la plupart des gens que je rencontre, ben, c'est toujours la faute du gouvernement, la faute des autres, la faute de sa femme, la faute de son patron, la faute du climat. Ce n'est jamais sa faute. Ben, cette approche, elle ne nous pousse pas à nous donner le meilleur de nous-mêmes. Tout simplement, je vous le dis clairement, si on n'assume pas la responsabilité de ce que vous êtes, si vous n'assumez pas la responsabilité de ce que vous êtes maintenant, vous n'allez pas pouvoir assumer la responsabilité de ce qui va arriver dans votre vie. Au contraire, c'est quand vous assumez votre responsabilité, c'est un signe de maturité et de force de caractère. Je suis responsable de ce qui se passe dans ma vie. Je ne laisse pas le doute à ça. La quatrième croyance. Parfois, on est amené à être en face de nouvelles opportunités, de quelque chose qui est nouvelle pour nous. On la comprend pas sur le champ et on n'est pas sûr de la comprendre. Donc, on ne l'utilise pas, alors qu'il faut utiliser sans comprendre. Par exemple, je vous donne l'exemple de quoi là? De l'ampoule, de la lumière. Mais on ne comprend pas parfaitement c'est quoi l'électricité pour pouvoir allumer la lumière, mais on l'utilise. D'accord? Donc, si on a envie de tout contrôler, ce réflexe, il peut parfois vous rassurer, mais il peut aussi vous paralyser et vous empêcher de passer à l'action pour réaliser votre objectif. Donc, prenez les choses comme elles se présentent. Et comme dit Charles Bronson, le propriétaire de Virgin, Cola et le multimilliardaire anglais, il a dit, quand une opportunité se présente, même si vous ne la comprenez pas, saisissez-la et comprenez-la après. D'accord? Donc, la cinquième croyance, eh bien, tout simplement, c'est que votre ressource la plus grande, ce sont les autres. Très, très rarement, mes chers amis, le succès est le résultat d'un travail solitaire. Souvent, il provient d'un travail d'équipe. Et comme je l'ai dit, et comme je l'ai expliqué la dernière fois, et comme je vous ai dit qu'il faut être entouré de gens qui sont alignés avec ce que vous vibrez à l'intérieur. Vous êtes un challenger, vous êtes quelqu'un qui sait prendre les défis, vous êtes quelqu'un qui veut créer la vie qui l'inspire. Alors entourez-vous de gens comme ça et vendez-leur votre rêve, que votre rêve soit visible, que votre rêve soit clair, que votre rêve soit logique et vous allez vous entourer de personnes. D'ailleurs, c'est l'essence même de ce qu'on va voir après le Ramadan et du groupe d'entrepreneurs que nous allons, Inch'Allah, créer pour les gens qui veulent aller de l'avant. Donc,
La sixième croyance, eh bien, le travail, c'est un jeu, tout simplement. Le travail, c'est un jeu, oui, oui, effectivement. Peut-être ça ne va pas plaire à quelqu'un d'entre vous parce que, tout simplement, jamais personne n'a atteint le succès en faisant quelque chose qu'il déteste. Donnez-moi juste quelqu'un qui a réalisé un succès, un prix Nobel par exemple, qui n'aimait pas ce qu'il faisait, un prix Nobel en littérature, qui n'aimait pas ni lire ni écrire. Impossible. Il faut prendre le travail comme un jeu. Il faut prendre ce qu'on fait comme un jeu. Pourquoi? Parce que quand on fait ce qu'on aime, le travail n'est plus une contrainte et nous permet de nous épanouir. Et si vous travaillez avec la même créativité et la même curiosité que lorsque vous jouez, ça va permettre à la fois d'enrichir votre travail et votre vie. Donc, prenez ce que vous faites comme un jeu. D'ailleurs, s'il y a des gens qui connaissent Driss Aberkan, ben, ils parlent de ça. Ils parlent que la meilleure façon d'apprendre, c'est de jouer. La septième croyance, eh bien, tout simplement, c'est l'engagement. Si vous voulez une caractéristique indispensable au succès, moi, je vais vous dire que c'est là. D'accord? C'est le succès, c'est l'engagement. Les gens qui réussissent, ils valorisent grandement leurs engagements. Quand ils s'engagent dans quelque chose, c'est cet engagement-là, c'est leur respect à l'engagement qui leur permet de persévérer en période de difficulté et qui leur donne la force de chercher la bonne approche tant que les résultats souhaités n'ont pas encore été atteints. Le climat, l'engagement, je m'engage, que je ne vais m'arrêter que lorsque je vais atteindre le sommet que je désire ou le sommet que je convoite. Donc voilà, pour ma part, ce que je voulais vous transmettre. Voilà, j'ai terminé. Maintenant, je vais vous demander de faire un exercice. On va faire un exercice ensemble. C'est le bonus. C'est un bonus que je vous offre. C'est un bonus pratique. Donc, comme je vous ai dit, chaque fois, on va élever le niveau. On va se dépasser. On va apprendre de nouvelles choses. Donc, mais avant de faire cet exercice-là, j'ai des questions. J'ai quelques questions à vous poser. D'accord? Donc, j'ai des questions pour profiter de ce bonus. Dans votre vie, est-ce que cela vous est déjà arrivé de vous sentir complètement dépassé par les choses à faire au travail ou la famille et de devoir décider entre les deux activités, dans que ce soit entre votre vie personnelle et votre vie professionnelle? Est-ce que cela vous arrive? Est-ce que vous organisez vos journées en fonction de ce qui est important pour vous? Ben, cet exercice, mes chers amis, il va vous aider à mieux organiser votre vie et votre emploi du temps en introduisant un outil qui est très, très puissant. Mais avant de procéder à l'exercice, on doit d'abord comprendre quelques trucs. Ça, c'est les données. Après, on va voir l'exercice si vous le permettez. On doit comprendre quelle est la différence entre deux choses. On doit d'abord savoir quelle est la différence entre l'horloge, la montre, elle représente en quelque sorte nos activités, nos rendez-vous, nos engagements, quoi encore, la manière dont nous utilisons les moments de notre journée, d'accord? Et on doit voir, on doit savoir en quoi est-ce qu'elle est différente de la boussole. Parce que la boussole, quant à elle, elle représente notre conscience, par exemple, nos valeurs, et nos principes. Ça, elle représente ce qui est important pour nous, ce qui nous guide dans la vie. Donc l'horloge, c'est plutôt ce qui est urgent et la boussole, c'est plutôt ce qui est important. Donc pour avancer dans la bonne direction, il est préférable d'utiliser la boussole. D'accord? Pour atteindre notre destination, c'est plutôt la boussole. Donc il vaut mieux marcher dans le bon cap que de courir dans la mauvaise direction. Et c'est ça ce qui nous arrive, c'est que nous faisons beaucoup de mouvements, mais peu de progrès. Pourquoi? Parce que nous suivons l'horloge, nous vivons dans ce qui est urgent. Parce que la culture d'Yelium, la culture d'aujourd'hui, il y a l'efficacité et la vitesse, ils sont valorisés. Donc, quand on est pris par toutes les tâches à accomplir, nous nous lançons d'une activité à une autre. On est comme un pompier en quelque sorte. Et là, on développe une addiction à l'urgence. Et comme vous le voyez là maintenant, tout le monde est devenu pressé. Donc, nous avons
besoin d'un plaisir immédiat. Et s'il y a cette adrénaline qui monte quand on a un emploi du temps qui est débordant, nous voulons tout maintenant. Eh bien, dans une perspective à long terme, toutes ces tâches urgentes, elles n'ont pas beaucoup de valeur. Pourquoi? Parce qu'on court dans la mauvaise direction. Donc, pour nous sortir de cette tyrannie de l'urgence, eh bien, on doit focaliser notre importance sur les choses qui sont les plus importantes. Donc, si on veut classer ces deux critères, d'accord, en critères d'urgence et d'importance, eh ben c'est ça l'exercice qu'on va faire. Eh ben, on va découvrir ensemble la matrice des activités ou la matrice d'Eisenhower. C'est quoi cette matrice d'activité? La matrice des activités, elle est très très simple. Nous avons ce qui est important, nous avons de l'autre côté ce qui est urgent. D'accord? Donc, le premier cadran, on a les choses urgentes et importantes, les véritables crises qu'on doit absolument traiter. C'est ce qui est urgent et important. Ça veut dire que, par exemple, je dois aller au travail, c'est important. Il est 8h moins 5, moi je rentre à 8h30, donc c'est urgent. Ça, c'est urgent et important. Le deuxième cadran, on trouve les choses urgentes, importantes, mais qui ne sont pas urgentes. D'accord? Comme la lecture, comme la planification, comme le sport, comme il y a beaucoup de choses qui sont importantes pour moi, mais qui ne sont pas urgentes. Dans le troisième cadran, eh bien, il y a ce qui est urgent et non important. Urgent et non important. J'ai entendu qu'il y a une vidéo virale sur YouTube. J'essaie de la chercher. Elle n'est pas importante pour moi. J'essaie de voir quels sont les messages que je viens d'avoir sur Facebook. Je, la plupart du temps, moi, je vous dirais de placer votre téléphone carrément, votre téléphone, les réseaux sociaux, ici, dans cette case qui sont urgents et non importants. Et en dernier, il y a ce qu'il y a, ce qui est ni urgent ni important. Ce sont des échappatoires, comme par exemple, je ne sais pas, suivre une série sur Netflix, se prélasser, râler, crier. Donc voilà. Donc là, ici, je vais vous demander, comme je vous l'ai dit au début, eh ben, de mettre ça par écrit, de faire ce cadran-là et de commencer à remplir à fur et à mesure qu'est-ce qui est important pour vous et qu'est-ce qui est urgent à faire. Qu'est-ce qui est important pour vous, qu'est-ce qui n'est pas urgent. Mais d'abord, de mettre ce dessin, de mettre ces 4 cadrans sur votre cahier ou votre carnet et on va voir par la suite comment est-ce qu'on pourra les remplir et d'ailleurs comment définir qu'est-ce qui est réellement important pour moi. Donc là, comme vous le savez, on est souvent piloté par l'urgence. Nous passons une énorme partie de notre journée sur des activités du premier ou du troisième cadran, ici. Pourquoi? Parce que nous sommes pilotés par l'urgence. D'accord? Donc, qu'est-ce qui se passe? Nous bouffons notre énergie, nous sapons notre énergie, et le temps qui reste, on va aller le passer ici. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus d'énergie. Donc, qu'est-ce qui se passe? Nous courons dans la mauvaise direction. Donc, maintenant, en prenant conscience des 4 cadrans, comme je vous l'ai dit, vous allez dessiner cette matrice et à travers ce qu'on va voir, on va définir ce qui est important. Pourquoi? Lorsqu'on donne la priorité aux priorités, on va préférer l'important à l'urgent. D'accord? Donc, comme je vous ai dit, on va mettre beaucoup notre attention sur ce qui est important. Donc là, si vous voulez mettre l'accent sur ce qui est important, donc là, mettez-moi sur le chat, quel est le cadran le plus important dans ces 4 cadrans? Je vais attendre vos réponses ici sur les messages. Quel est le cadran le plus important? Est-ce que c'est le cadran 1? Est-ce que c'est le cadran 2, le cadran 3 ou le cadran 4? D'accord? Oui, le 2, 1, OK. Le 1, d'accord. Le premier cadran, OK. Donc, Naïda, elle a dit le 2. Très bien, OK. Encore? D'accord. Le 1 et le 2, les deux, oui, d'accord. Khadija Fkas, elle a dit le 2, très bien. D'accord. Donc, sûrement, il va y avoir, il sera soit le 1, soit le premier, soit le deuxième. D'accord. Donc là, moi, je vais vous dire quel est le cadran
le plus important, si vous voulez accéder à la réussite, eh ben, tout simplement, il faut travailler sur le long terme. Ça veut dire quoi sur le long terme? Ce sont beaucoup plus les actions qui sont importantes et non urgentes qui tracent notre voie vers le succès. Et il y a des cadrans qu'on doit bannir, qu'on doit éliminer. Et bien, tout simplement, ce sont les cadrans tueurs d'énergie. Ben, ce sont les cadrans urgents et non importants et les cadrans où il n'y a ni urgent ni important. D'accord? Donc maintenant, comment savoir est-ce que quelque chose est important pour moi ou non? Eh bien, tout simplement, comme je vous le dis tout le temps, il faut revenir toujours aux choses basiques. Ça veut dire quoi aux choses basiques? Quels sont les éléments fondamentaux ou les besoins fondamentaux qui nous procurent du plaisir et du bonheur? Eh bien, tout simplement, on va les voir ensemble. Comme ça, vous aurez la possibilité de noter tout ça et de chercher réellement quel est votre rôle et quel est votre rôle dans la vie. Eh bien, les quatre besoins humains fondamentaux, ben, tout simplement, le premier besoin, c'est le besoin de vivre. C'est le besoin physique d'être en parfaite santé, le repos, l'alimentation. C'est le besoin d'être. Donc, moi, je dois être en parfaite santé, je dois être bien physiquement, je dois avoir une bonne alimentation, donc je dois tout simplement vivre. Le deuxième besoin fondamental, c'est le besoin d'aimer. Donc, ce besoin-là, c'est un besoin social, c'est le besoin émotionnel d'aimer et d'être aimé en retour, que ce soit avec les gens, avec la famille, avec nos enfants, avec les gens avec lesquels on travaille. On doit respecter ce corps émotionnel pour pouvoir être heureux. Et le quatrième besoin fondamental, tout simplement, c'est le besoin d'apprendre. C'est le besoin mental de développer ses connaissances intellectuelles, puisque nous sommes dans une société intellectuelle. Donc, je dois apprendre comment me développer, comment apprendre. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on a vu le lundi dernier. Et il y a le besoin fondamental de transmettre. Ben, tout simplement, c'est le besoin spirituel. En quoi est-ce que je dois croire et qu'est-ce que je vais transmettre? Eh bien, tout simplement, nous sommes souvent dans l'erreur de penser que ces besoins sont distincts et que le bonheur consiste à les faire l'un après l'autre. Eh bien non. En réalité, ces besoins sont interconnectés et c'est quand on arrive à les satisfaire tous ensemble que nous suivons notre boussole. On ne suit plus l'horloge, on suit la boussole, on suit ce qui est important pour nous. Concrètement, pour vraiment donner de la priorité aux priorités dans votre vie, moi, mon conseil là maintenant, c'est quoi? Eh bien, tout simplement, vous rédigez une mission personnelle qui résume la contribution que vous souhaitez transmettre autour de vous. Donc, pour sa rédaction, ben, tout simplement, il va être utile de penser aux différents rôles que vous voulez jouer pour être en parfaite harmonie avec ces quatre besoins. D'accord? Donc, en résumé, c'est comme si vous alliez définir concrètement qui vous voulez être dans les différentes sphères de votre existence. D'accord? Parce que l'énoncé de cette mission, il va représenter votre boussole. Donc là, on peut ensuite aligner l'horloge et la boussole. Comment? Ben, tout simplement, on planifie notre semaine. D'accord? Vous pouvez toujours trouver un moment pour planifier votre semaine. Et je vous promets, par exemple, par exemple, vous voulez aller faire des achats, quand vous voulez faire des achats dans la grande surface. Si vous ne notez pas ce que vous voulez acheter, vous n'achetez pas ce que vous voulez et vous vous retrouvez à acheter des trucs que vous avez déjà à la maison. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas mis vos idées par écrit. Donc là, la planification hebdomadaire est très, très importante. Ayez cette habitude. Vous qui voulez réussir et avoir du succès, il faut commencer par faire rentrer de nouvelles habitudes dans votre vie. Même si ça va être difficile au début, je ne dis pas que c'est facile, de planifier la semaine, eh bien, tout simplement, même ne rien faire, c'est difficile. Ne pas réaliser ses objectifs, c'est difficile. Rester comme ça, voir ses rêves dans un état léthargique, eh ben, c'est difficile. Travailler, faire un travail qu'on n'aime pas, eh ben, c'est difficile. Donc, même si c'est difficile à faire, tout simplement, vous pouvez trouver un moment pour faire votre planification. Et je parle bien de la planification hebdomadaire.
Pourquoi? Je ne parle pas de la planification journalière, même si c'est ça aussi, ça peut vous aider à faire une série d'objectifs pendant la journée, mais pas la planification, parce que si on se met dans la case journalière, on rejoint encore le processus de l'urgence. Et moi, je vous conseille de ne pas faire ça. D'accord? Donc, planifier votre temps donc à l'échelle de la semaine, c'est le bon compromis à apprendre et à garder. Pourquoi? Parce que cette planification, elle va permettre de réduire significativement votre frustration et votre anxiété qui sont souvent liées à la préparation de la journée. Mais par contre, j'aimerais bien que vous fassiez attention de devenir victime de votre planification parce que ça m'est arrivé. L'objectif, ce n'est pas d'avoir ou de remplir au maximum son emploi du temps. L'objectif est de s'assurer que nous avons réservé du temps dans notre semaine pour les choses importantes, pour qu'on ait d'abord cette notion d'important. Qu'est-ce qui est important pour moi? Pour nous, la vie, elle réserve constamment des imprévus, des challenges et parfois même des opportunités. Donc, la connaissance de nos valeurs et nos principes, elles vont nous aider à choisir à chaque moment la bonne priorité. D'accord? Donc, est-ce qu'il faut rester fidèle à son planning ou pas? Est-ce qu'il faut accueillir cette nouvelle opportunité qui va se présenter au cours de semaine? Eh bien, s'il est importante. Et là, vous allez commencer à avoir ce mécanisme de vous poser la question, qu'est-ce qui est important? Donc là, maintenant, mes amis, je crois que vous avez tout compris. Ben, donnez la priorité aux priorités avec cet exercice. Va bien au-delà des conseils sur comment organiser, par exemple, et planifier son temps, ce que vous trouvez normalement dans la planification des temps, parce que ce genre de planification, il est un peu rigide. Il ne vous parle pas émotionnellement. OK? Donc, cet exercice-là, comme je vous l'ai dit, il est focalisé sur les choses qui apportent vraiment une différence dans la qualité de votre vie. Ça va vous permettre de réserver du temps dans la semaine pour vos vraies priorités. Pourquoi? Pour vous amener à réaliser vos véritables objectifs. Donc, voilà, je vous invite à, à rédiger dès maintenant votre mission de vie. OK? Je vous remercie. Voilà, je me suis mis des applaudissements et je vais arrêter le partage d'écran pour lancer la discussion.